Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi ce soir, une fois n'est pas coutume, on revient à nos premiers amours avec des petites maisons d'édition, des maisons d'édition confidentielles, singulières, qui ont autant de talent que les autres et qu'on mérite d'avoir sous nos yeux aujourd'hui, avec Philippe Auer, donc, qui est le fondateur des éditions Vanlo. On parlera du nom peut-être tout à l'heure aussi, puisque Van Loo, on en parlera aussi peut-être sur la signification de cet illustre peintre. Ces éditions-là, elles ont été créées en 2014, donc extrêmement récentes, en province, à Aix-en-Provence. Et on parlera aussi peut-être des difficultés qu'il y a, Philippe, justement à exister, à tenter d'exister quand on est en province. Mais avant cela, j'aimerais qu'on parle de ton parcours. Tu es revenu à la littérature à un moment donné. Pendant des années, tu l'as, entre guillemets, perdu de vue avec différentes activités, que ce soit la musique ou le théâtre. Mais justement, pourquoi tu as voulu revenir à la littérature en 2014 et pourquoi avoir créé une maison d'édition? Euh, j'ai créé une maison d'édition par fainéantise, en fait. C'est-à-dire que je voulais revenir à la littérature et découvrir ce qui se faisait maintenant, avec la sombre idée que bon, la plupart des trucs qu'on voyait sur les rayons ne m'intéressaient pas. Euh, Quelques essais un peu malheureux, enfin bon, voilà. Et puis, je me disais, chercher, oui, il y a probablement des auteurs jeunes qui font des trucs super. Le vieux discours, les jeunes ne savent plus écrire maintenant, plus personne ne lit, gna, 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 gna. C'est un discours qui m'ennuyait beaucoup, déjà à l'époque. Et je me suis dit, voilà, le meilleur moyen de chercher pour moi, c'est d'éditer. Parce qu'en fait, sinon, j'aurais pas le courage, quoi. Tout bêtement d'aller fouiller, d'aller chercher. Et cette motivation-là, d'aller chercher des textes, de découvrir ce qui se fait maintenant, voilà. Ça a été franchement un but pédagogique pour moi-même. Alors justement, la création de la maison, c'est une maison associative justement. Comment s'est composée la maison? Quel a été l'axe ou plusieurs axes en tout cas? Quels ont été les axes de construction, notamment du catalogue que tu as souhaité? Ça, c'était très long parce que le parcours, justement, ça a été un parcours de découverte. Moi, je suis parti sans argent, sans connaissance, à part mes bases littéraires de mes études, hein, mais sans connaissance des gens non plus, ni du réseau, ni quoi que ce soit. Et donc, ça s'est construit petit à petit. C'est-à-dire que j'ai commencé à recevoir des choses avec des textes plus ou moins intéressants, mais qui ont, voilà, des choses qui étaient bien aussi déjà, tout de suite, assez vite. Je tournais très vite, ça tournait vers du polar, des choses comme ça qui m'intéressent, moi, mais pas en tant qu'éditeur. Donc, voilà, j'ai mis, tu dis 2014, ouais, 2014-2015, ouais, j'ai mis 3 ans vraiment à fouiller, à essayer de rencontrer les gens, les auteurs qui m'intéressaient vraiment et d'une façon assez viscérale, en fait. Et comment justement la rencontre s'est faite entre ces auteurs du début, ou en tout cas, comment tu as pu capter leur énergie? On parlera tout à l'heure de ce que tu prônes, c'est-à-dire que l'histoire n'a aucun intérêt, et c'est le style qui Oui, justement clairement. voilà, est intéressant. Et l'auteur, en tout cas, son parcours ou peut-être sa façon d'écrire. Mais comment la rencontre s'est faite avec les auteurs, en tout cas les premiers auteurs que tu as côtoyés? Comment ça s'est fait? Comment tu les as Mais choisis? tu sais, c'est une réaction en chaîne. C'est tu rencontres, tu as des auteurs déjà qui te font rencontrer d'autres auteurs. Moi, je venais quand même d'un milieu culturel aussi. Donc, sur Marseille, je commence à rencontrer des gens qui te présentent machin. Et voilà, ça se fait petit à petit comme ça.
avec peut-être… il y a eu des choses qui ont déclenché, tu vois, la petite collection, la collection One Shot, la petite comme ça, que j'ai créée au début, c'était vraiment des petits agrafés, j'aurais dû en amener, mais des petits agrafés vraiment voilà, c'était un peu pensé comme de la littérature de contrebande, quoi. C'est-à-dire, voilà, il n'y a pas de quatrième de couverture, je mets généralement rien sur l'auteur. Il suffit d'ouvrir et puis débrouillez-vous. Et là, c'était vraiment un petit truc c'était 16 pages, la graphée. Et ça, en fait, c'est cette collection-là que j'ai dû lancer en 2017 ou 2018 qui a permis vraiment là d'enclencher des rencontres de gens qui avaient envie de ce type de format, de ce type de choses, et des poètes, en fait, des poètes contemporains qui ont une vraie acuité de la langue, du rôle de la poésie, du rôle de l'écriture, qui le pensent vraiment. Et donc, je me suis retrouvé avec des gens plus jeunes que moi qui se sont mis à me donner la leçon, à me faire comprendre un peu ce que c'était finalement, parce que mes études de lettres étaient obsolètes, comme à peu près toutes les études de lettres. Donc voilà. Alors, le catalogue, il s'est véritablement construit. On sent, quand on voit ton catalogue, l'évolution de ce dernier. On parle d'une réédition d'Emmanuel Bove, un texte théâtral, des romans, de la poésie. Et ensuite, il y a eu ce changement de cap avec la création de deux collections, où là, j'ai l'impression que le catalogue s'est figé, en tout cas dans l'air du temps, avec d'un côté la V20, la V20, je ne sais Non, pas, la euh, V2O. La la V2O comme V2O, H2O, c'est un méchant jeu de tout à mots. fait. Hein. H2O, ça doit être l'eau, et V2O, c'est vent l'eau. V2O. Bien vu. Eh oui, très bien, très bien. Et donc, cette collection-là, c'est une littérature expérimentale, selon ce que tu dis. On parlera de ce terme-là, évidemment. Et de l'autre côté, donc cette collection poétique, one shot, avec une prose poétique la plupart du temps et une sorte de shot littéraire. Quels ont été les éléments justement pour construire ces deux collections, et notamment donc cette collection V2O? Alors, en fait, bah, il y a eu, c'est pareil, il y a eu un parcours. Alors, tu vois, j'étais basé un peu sur la petite collection. La V2O, je l'ai inventée à peu près en même temps. Et j'ai travaillé avec Jérôme Bertin, qui était à Marseille à l'époque, et voilà, qui venait d'autres maisons et qui est un auteur assez fabuleux. Et j'ai commencé à faire les deux premiers V2O avec lui. Et dans la foulée, j'ai croisé des gens comme Antoine Bréa, comme Arnaud, et puis Arnaud Caléja, que j'ai contacté pour un one-shot. La chose allant comme ça, doucement. Il avait préparé quelque chose pour un one-shot, et puis tout d'un coup, il a envoyé beaucoup plus. En- Et c'est passé en V2O parce que c'était tout de suite beaucoup plus important, et c'était un titre simple qu'il m'a envoyé. Et un titre simple, à partir de là, moi, je faisais les couves avant, j'avais un papier, tout ça, j'étais vraiment pas satisfait. Et bon, à un moment donné, je me suis dit, voilà, il faut arrêter. Et j'ai cherché, du coup, pour cette collection, un nouveau graphisme. Et donc, j'ai contacté des graphistes. Ça, on s'en sortait pas. Et puis, Maxime m'avait contacté. Je lui avais dit non, puisque voilà, je travaillais déjà avec quelqu'un d'autre. Je ne vais pas lui dire je vais virer l'autre. Voilà. Et puis, au final, je l'ai rappelé en catastrophe. Je lui ai dit il me faut une couve pour quand, pour hier. Bon, OK. Et il me l'a fait dans les 3-4 jours. Il m'a fait ça en 3-4 jours.
Voilà. Et puis après, il a voulu construire une charte graphique, tout ça autour de ça. Il avait vraiment envie de développer l'image d'une maison. Et le temps de lui faire comprendre que la charte graphique, il l'avait déjà trouvée. Ça n'a pas été très long, mais pas très court non plus. Et donc, voilà, un truc très simple. Hein. Il a fait voilà, le rond, les quatre coins et trois couleurs. Et c'est parti. Et à partir de là, il a fait ça et lui, il s'expérimente aussi sur les petites, du coup. Voilà. Les Alors, deux sont allés d'accord. vraiment de pair, en fait, la qualité Ouais. du catalogue et le graphisme. Mais moi, j'avais… voilà, je ne suis pas graphiste, je faisais les couvertures comme ça avant. Je voulais quelque chose d'assez coloré parce que parce que le blanc traditionnel à la française m'intéresse peu et j'avais plus des idées à la Penguin, des choses comme ça, quoi. Voilà. Donc, mais ce que je faisais moi, c'était pas bon, quoi. C'était vraiment moche. Donc, il fallait travailler avec quelqu'un et trouver la bonne personne. Donc, c'est à partir de là vraiment que ça. Pour moi, j'avais, comment dire, au moins ça à offrir aux auteurs. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le catalogue, tout à l'heure, on parlait de littérature expérimentale. Est-ce que tu pourrais en dire davantage sur ce terme-là qui peut paraître pour certains peut-être péjoratif, alors que pas du tout. Pour le coup, tu fais des expériences sur certains auteurs, tu déstructures la plupart du temps le texte, ou en tout cas la façon d'éditer, mais comment tu peux donner envie à un lecteur justement de te faire confiance sur une lecture, littérature expérimentale? Alors, ouais, déjà, je me méfie toujours du terme expérimental. Euh, Tout bêtement parce que il me semble que la littérature expérimentale et la poésie expérimentale correspondent vraiment à une génération qui est terminée, quoi, qui s'est arrêtée avec Tarkos, qui a donc, voilà, depuis une vingtaine d'années, on est ailleurs. On n'est plus. Les expérimentales avaient cette chose où on partait beaucoup, mais on était on n'hésitait pas à être très ardu, très, voilà, très, justement, on faisait des expériences qui n'avaient finalement qui étaient des expériences d'écriture par rapport à l'écriture simplement, quoi. Beaucoup de choses comme ça. Même si les années 80 ont été traversées de choses fabuleuses, il y a pas de souci là-dessus. Et maintenant, j'ai l'impression que ces expérimentations, là, les auteurs, en règle générale, n'y sont plus vraiment là-dedans. Ils sont plutôt dans des choses très abordables, dans un rapport très direct avec le lecteur. C'est très adressé. C'est plus adressé simplement à la littérature. C'est vraiment, voilà. Donc, c'est plus de la littérature de recherche que expérimentale, que d'expérimentation. Ce que j'ai trouvé en lisant certains des livres que tu as édités, c'est que j'ai l'impression que les auteurs s'adaptent à l'éditeur, s'adaptent à le côté expérimental, s'adaptent à la collection. On a l'impression que leur style aussi s'adapte à toi. Est-ce que c'est une volonté proche, une volonté, pardon, de ta part d'essayer d'avoir une collection qui te ressemble, une collection dans laquelle tu t'y retrouves totalement et éviter les pas de côté? Bah, oui. À un moment donné, je me pose très peu de questions. Je prends ce qui me plaît.
si le texte me plaît, allons-y. Donc, forcément, il y a une unité de goût qui est le mien, quelque part. Il y a, dans les textes que j'ai dit, j'y reconnais non pas une forme, mais une énergie d'écriture, une intensité d'écriture, une énergie. Voilà, vraiment ça. Et ça, c'est ça que je reconnais en premier et qui me convient ou pas. Mais forcément, ça va me ressembler. Ce n'est pas les auteurs qui essaient de me ressembler. C'est mon choix. Une oreille, c'est juste une oreille particulière, en fait. Mais après, euh, euh, quelqu'un comme Arnaud Caléja ou Didier Da Silva, dont je vais sortir un livre là, sont des gens qui ne m'ont pas attendu pour publier. Hein. Amélie, Lucas Gary, elle est au seuil. Enfin, j'ai pas de. Ils existent avant moi, quoi. C'est plutôt moi qui suis le Oui, mouvement que eux. Hein. mais c'était ma question justement, Philippe, c'était est-ce que les auteurs se sont adaptés pour leur écriture au catalogue Venlo? Justement, à travers leur passé, est-ce que la patte Venlo, est-ce qu'elle est véritablement aussi, est-ce qu'elle doit s'adapter à ce que tu prônes et les auteurs doivent-ils s'adapter à cela pour être publiés? C'est plutôt l'inverse. C'est Ouais. plutôt l'inverse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'un auteur écrive ce qu'il veut, lui donner la liberté d'écrire ce qu'il a envie d'écrire, d'aller au bout d'une intention, au bout de ce qu'il veut faire. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est à moi de suivre. C'est pas à l'auteur de suivre et de s'adapter, se formater dans quelque chose. Ça ne peut pas marcher du tout. Euh, c'est l'inverse. C'est moi qui dois suivre, comment dire, le génie, entre guillemets, pas le génie génial, mais voilà, le génie de chaque auteur. Chaque auteur a un génie, chaque auteur a un souffle, a une oreille, voilà, et c'est à moi d'essayer de la saisir et de la suivre. Et du coup, quand je vais travailler avec eux un peu les textes, je vais toujours essayer de travailler dans ce sens-là. Pas, pas à dire là, Coco, il faudrait un truc un peu plus bizarre, là, machin, tout ça. C'est pas du tout. Ça, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est lui, il veut aller quelque part, eh ben, allons-y, accompagnons-le si possible. Si je suis capable de capter où il veut aller, s'il est capable de me l'expliquer quand je ne le comprends pas, parce que ça arrive très souvent, et ben oui, mais c'est ça qui est bien. C'est la découverte de l'écriture. Là, pour le coup, vraiment de l'écriture. Les auteurs travaillent, ont une vision de ce qu'ils veulent faire. Et des fois, cette vision, ils vous en parlent très bien. Et des fois, dans le texte ou dans des passages du texte, c'est plus flou. Et si j'arrive, moi, à sentir les endroits où c'est plus flou et leur dire là, tu te perds, là, machin, bidule, c'est parfait. Et là, c'est très bien. Après, je peux louper plein de choses, mais voilà, mais c'est d'abord eux, c'est leur travail. Sandra? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Je pense que vous avez répondu un peu à ma question, mais je vais quand même vous la poser. Est-ce qu'il y a finalement en fait des limites dans cette littérature de recherche? Vous semblez dire que non, mais je me posais la question aussi du point de vue du lecteur. Est-ce qu'il n'y a pas des limites que, je sais pas, vous imposez, que vous vous imposez quand vous lisez des textes si déstructurés? Voilà, enfin voilà. Est-ce qu'il y a des limites? Est-ce qu'elles existent ou pas du tout? La limite, ça va être, ça va être moi. Enfin, elle est pas volontaire.
À un moment donné, si je trouve que le texte ne tient pas, ben, voilà, ça va être ça la limite. Si le texte tient, c'est à moi de m'adapter. Enfin, voilà, c'est un peu ça. Mais après, quand je dis si le texte ne tient pas, c'est toujours question de mon point de vue, c'est-à-dire de l'endroit de compréhension de la littérature, ou en tous les cas d'une démarche où je suis moi. Voilà, si je suis dans un truc, si je lis un texte, je me dis ça ne va pas du tout, machin, c'est à l'endroit où je suis à ce moment-là que je vais juger ça. Et ça va être effectivement la limite. Et bon, bah, c'est ma limite de compétence, tout simplement. Mais après, on parle de déstructuration, de choses comme ça. Vous connaissez un peu le catalogue? J'en ai lu 2. J'ai lu Chrome et La rivière draguée. D'accord. Ah ben, bon, Chrome est un recueil de poésie, donc des petits poèmes, c'est vraiment jeté comme ça, avec beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de... oui, d'outrecuidance, pas mal de colère, il me semble aussi, dans celui-là. C'est bien aussi d'avoir un peu de colère de temps en temps. Et puis, la rivière draguée, pour moi, n'est pas du tout déstructurée. Pour moi, la rivière draguée est un texte d'une construction absolument faramineuse. C'est un... On a 5 textes, c'est ça? 5, non, 6. Maintenant, on a 6 textes qui construisent quasiment une tragédie, avec un premier texte qui pourrait presque être le cœur de 4 enfants qui racontent une légende urbaine, et puis 4 monologues qui ne se répondent pas directement, mais qui dressent le tableau d'une enquête policière, tout bêtement. Et de la tragédie, de la non-résolution de cette enquête-là, de la douleur de chacun, la douleur autant de l'assassin que de l'enquêteur, que de la rivière ou de la petite fille, sont là, et il se passe quelque chose. Et pour moi, il y a une structure qui est terrible dedans. C'est... Je peux juste, enfin, effectivement, sur celui-ci, on ne peut pas parler de déstructuration, mais c'est quand même pas un récit au sens conformiste du terme, quoi. Enfin, il y a rien de traditionnel et c'est très bien, hein. Je suis totalement fan, hein, pour ça, mais effectivement, c'est pas une déstructuration, mais c'est une manière de repenser quand même complètement l'ordre d'un récit et la manière de mener une histoire. Complètement, complètement. C'est ça qui est passionnant. C'est-à-dire que avoir affaire à des gens comme Adrien Lafille, comme Arnaud, dont chaque texte est une relecture d'un genre littéraire. Celui qu'il avait publié au Nouvel Attila juste avant, Tu ouvres les yeux, tu vois le titre, qui est vraiment une relecture du genre un peu policier aussi. Ça, c'est une relecture du journal. C'est plus un journal, donc mais c'est surtout un texte sur l'écriture. Qu'est-ce qu'écrire? C'est à un moment donné, il fait un peu de trucs j'aime pas, et il dit je n'aime pas une phrase quand elle s'endort dans l'histoire. C'est exactement ça. C'est l'énergie de la phrase qui compte avant tout. Et en fait, effectivement, c'est ça qui est passionnant, c'est de voir qu'on peut écrire autrement, raconter autrement, et qu'il y a plein de biais que
différents, plein de biais différents. Mais ça, pour moi, c'est une des bases de la littérature. C'est pas forcément c'est pas de reproduire ou d'inventer du nouveau dans les deux extrêmes, d'inventer un truc complètement génial, faramineux, machin. Non, c'est pas ça. C'est juste être en discussion avec un genre littéraire. C'est tout. Et j'aime les auteurs qui ont ça, qui ont cette conscience-là d'être en discussion avec un genre et d'avoir dans la rivière une tenue, voilà, d'avoir une langue extraordinaire, quoi. Ça, c'est un truc assez étonnant. Ça va? Je disais en préambule que tu prônais non pas l'histoire, mais davantage le style de l'auteur, la littérature en elle-même. Et ça, je crois que tu es un des seuls éditeurs, un des rares éditeurs à le dire aujourd'hui, étant donné qu'on est dans un monde éditorial qui ne jure que par l'histoire, qui vend des histoires constamment tous les jours et qui est quasiment gouverné par une sorte d'émotion directe. Toi, on est dans un mouvement totalement différent où peu importe l'histoire, peu importe qu'un livre ait une histoire ou non, tu t'attaches à d'autres paramètres. Oui, alors l'histoire, c'est toujours un gros problème parce que un livre, c'est une aventure aussi. Et c'est comme l'outil d'un livre, c'est le langage, c'est l'aventure du langage, c'est l'aventure de la langue qui est intéressante à chaque fois. Après, par histoire, c'est pareil. Par histoire, si on entend scénario, parce que souvent, c'est ça qu'on entend en fait. On entend scénario. Ça n'a effectivement, à mes yeux, à peu près aucun intérêt. Je ne sais plus qui a dit un bon film, c'est premièrement un bon scénario, deuxièmement un bon scénario, troisièmement un bon scénario. Bon, ça au moins, quatrièmement, un imbécile qui va dire les trois premiers. Parce qu'un bon film, ça n'a jamais été un scénario. On s'en fout du scénario d'un film. C'est pas ça. Ça se construit pas c'est pas le scénario qui construit un film. C'est pas avec un scénario que vous êtes scotché devant un film. Vous êtes scotché devant un film parce que tout d'un coup, vous voyez des yeux, vous voyez un regard, vous voyez quelqu'un qui parle, vous voyez tout, n'importe quoi, mais pas un scénario. Si vous voulez des scénarios, vous regardez une série télé. Moi, je regarde des séries télé des années 60. Là, il y a des scénarios qui sont tous les mêmes. D'une série à l'autre, c'est les mêmes. Les mecs, ils avaient des fiches avec des scénarios qui sortaient, qu'ils adaptaient suivant l'époque, suivant la série. Ce qu'on fait beaucoup en polar, il y a celui qui adapte au Moyen-Âge, dans l'Angleterre victorienne, dans machin, c'est les mêmes scénarios, mais adaptés dans différents endroits. Bon, là, oui, moi, c'est un très grand plaisir, mais en littérature, c'est autre chose. C'est intéressant parce que c'est plutôt rare d'entendre ça et je trouvais intéressant que tu puisses dévoiler aussi ce qui rend pertinent un livre pour toi aux éditions Vanloo et pas forcément ailleurs. Donc, je voulais l'entendre. Oui, voilà, mais ça ne veut pas dire que ça ne raconte pas quelque chose. Les romans que j'édite, ils racontent, évidemment. Évidemment, mais comment dire? Et différemment. L'histoire, elle est incarnée, quoi. Elle est pas. C'est l'histoire qui suit la langue et pas la langue qui suit l'histoire. Si on peut résumer un peu bêtement le truc. Voilà, et c'est ce plaisir. Moi, je sais pas, dans celui-là, dans le travail d'Adrien, il y a, il y a,
C'est très marrant parce que la folie des deux filles qui attendent, qui veulent faire une attente pure, et cette folie-là, Pardon Philippe, mais est-ce que tu peux donner le pitch de celui-ci parce qu'il est quand même plutôt très bon, ce pitch-là. Rien que la situation de eh départ qui me bien, fait penser un peu à Fab Caro, c'est un petit peu le même, la même mm, chose. mm, bah, tout simplement, Lucie et Antoine vivent dans une petite maison au bord d'une rivière. Ils ont un chien, Rotor, et tous les matins, Antoine va voir la rivière s'il y a des poissons. Il n'y a pas de poisson, il va avec le chien, comme ça, il fait son petit tour, il n'y a pas de poisson, hop, il se retourne, il fait coucou à Lucie qui est dans la maison et qui lui fait coucou. Et il rentre, et puis après, la journée se passe. Et puis un jour, le Rotor, le chien, meurt. Le lendemain, Antoine ne se démonte pas, il va voir la rivière, il n'y a toujours pas de poisson, il se retourne, il fait coucou à Lucie qui ne lui répond pas. Et là, il comprend qu'elle faisait coucou au chien. Il s'en va. Et à partir de là, Lucie attend. Et arrive quelqu'un d'autre, une autre fille qu'elle va accueillir, et elles vont décider de vivre une attente pure. C'est-à-dire pas attendre quelqu'un ou quelque chose, mais une attente pure. Et pour qu'il y ait de moins en moins de douleur dans cette attente, elles vont supprimer tout ce qui est de l'ordre de la mémoire, c'est-à-dire le langage, et reconstruire un espace, c'est-à-dire leur jardin, leur maison. Elles vont faire une barricade, elles vont tout d'un coup être au milieu. Et c'est une espèce de folie, c'est pas le mot, c'est comme ça, truc déraisonnable qui se met en place et par l'assèchement total du langage. Et c'est voilà, c'est magnifique. Elles vont au village et puis quand elles veulent un œuf, elles disent œuf. Elles font pas de phrases, plus rien. Et, euh, et voilà, il y a. Alors évidemment, bien, j'ai toujours, je l'ai perdu, mais il y a un passage, moi que j'adore, c'est le passage des corbeaux et des copeaux. C'est-à-dire elles plantent des piquets dans le jardin et puis elles en ont marre, elles les arrachent et puis elles les coupent comme ça et ça fait des copeaux partout. Et puis tout d'un coup, il y a une nuée de corbeaux qui passent et les corbeaux viennent prendre, chacun vient prendre un copeau et il repart. Et il n'y a plus de copeaux à la fin. Ils sont venus une fois et ils repartent. C'est-à-dire qu'il y avait exactement le même nombre de corbeaux que de copeaux. Voilà. Pour moi, moi j'adore ce passage-là parce que ça tout tient là-dessus, quoi. Sur cette espèce de choses de la langue. C'est les mêmes mots et c'est pas les mêmes mots. Et c'est pas. Voilà. Et il y a une aventure fabuleuse, du coup, dans ce roman, qui est un premier roman époustouflant. On a bien fait d'en parler. Isabelle. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Alors moi je connais pas du tout en fait ni votre catalogue. Je suis venue pour totalement découvrir et j'étais intriguée justement. Enfin je suis allée voir un peu du coup votre production. J'étais un peu intriguée par la collection One Shot. Est-ce que les One Shot ce n'est que de la poésie? Est-ce qu'il y a aussi d'autres formes de texte? Enfin c'était le concept, du coup, à l'origine, c'était quoi? C'est devenu quoi? Est-ce que vous la continuez? Voilà. C'est pas idiot du tout comme question, parce que le concept, c'était vraiment de construire, de faire des textes courts. C'est-à-dire, moi, j'entendais dedans, ça pouvait être vraiment des nouvelles, des essais, mais des choses très courtes, très courtes. Et en fait, très vite, enfin non, tout de suite,
on m'a proposé des recueils de poésie, là pour le coup formatés, c'est-à-dire formatés pour un format 15/10, une cinquantaine de pages en fait. Et même, il y en a un qui m'est arrivé du Québec. Alors là, pour le coup, c'est peut-être le plus expérimental. C'est Outreflac qui m'est arrivé du Québec et qui avait été déjà mis en page. Enfin, il l'avait mis en page lui-même, voilà, avec voilà, ce genre de choses. Et encore une fois, ce n'est pas le côté expérimental, moi, qui me fascine, c'est le fait que ça marche. C'est le fait que je lis ça. Enfin, pour moi, il était magique. Ce texte est magique, vraiment. Je ne sais pas d'où il vient, je ne sais pas de quoi il parle. Et pourtant, il me parle, vraiment. Et je pense que les choses vous parlent à l'endroit où vous êtes, effectivement. Et si c'est écrit par… il n'en est pas à son coup d'essai. Simon Braun est un traducteur, poète absolument fascinant. Donc, et on est effectivement, via le Québec et ce type de travail, cette poésie-là, on est dans quelque chose de… très proche de la poésie américaine, nord-américaine, machin, tout ça, qui est quand même assez fabuleuse, quoi. En ce moment, il se passe des choses magnifiques là-bas et que j'aimerais bien découvrir un peu plus. Mais comme je ne lis pas une brogue d'anglais, c'est compliqué, quoi. S'ils ne veulent pas écrire en français encore, je ne comprends pas pourquoi. Tout à l'heure, tu parlais d'ouvrage de contrebande. J'aime bien le terme, en effet, mais j'ai l'impression aussi qu'on pouvait que ces livres-là, cette collection one-shot, est quasiment destinée aussi à un public adolescent, étudiant. Est-ce que c'est aussi une volonté de faire passer les mots de manière plus simple sur des ouvrages courts, puisqu'on sait que certains ont plus de difficultés à lire des ouvrages un peu plus longs? One shot, ça fait penser aussi peut-être aux shots de vodka qu'on pourrait s'enfiler dans les bars. Pour le coup, c'est aussi ta volonté là de faire découvrir par des petits textes un public qui n'est pas forcément adepte de romans ou en tout cas de littérature plus large. Il y a un peu cette idée, oui, cette idée-là de… Alors, il y a plusieurs choses. Il y a moi l'envie de parcourir aussi plein de façons de faire et de découvrir aussi la poésie contemporaine telle qu'elle se fait maintenant par des gens de 20 à 45 ans. Enfin, c'est un peu cette génération-là. Et puis, comme tu dis, moi, je l'ai vu sur les salons, tu vois, ce truc-là où tu as toujours un ou deux jeunes qui viennent comme ça, qui cherchent quelque chose de différent. Tu sens qu'ils cherchent un truc et que, voilà, il y a ça. Et je trouve que c'est un moment important de pouvoir rencontrer ça, que là, il y a de la littérature et elle se fait autrement. Mais elle se fait autrement comme elle se faisait autrement il y a 50 ans. Hein. Je veux dire, c'est des vrais auteurs, c'est pas des… Voilà, et je pense que c'est important de proposer ça parce qu'on est dans une… Ouais, on est dans une époque aussi où quand on rencontre pas ce qu'on aimerait trouver, chose Qu'est-ce de qui t'est nouveau. arrivé d'ailleurs Qu'est-ce qui t'est Ouais, moi arrivé aussi, ça m'est arrivé, avant de créer la maison mais moi, d'édition? je pense toujours à Serge Danet qui dit nous, on est devenus cinéphiles parce que nous, les petits PD au collège, on se faisait taper dessus et que notre seul recueil, notre seul refuge, c'était les salles de cinéma et on est devenus cinéphiles aussi à cause de ça. Parce que oui, c'est un refuge. C'est à un moment donné, voilà, il y a un endroit où on ne peut pas être toujours tout seul au monde. Et ça fait partie des choses qui montrent qu'on n'est pas seul au monde. Et pour moi, c'est important. Ginny?
Oui, bonjour. Alors moi, je vous découvre à l'occasion du livre et puis je suis contente. En fait, moi aussi, j'ai un peu regardé ce que vous faisiez, notamment la collection One Shot. Et du coup, je me suis dit, oui, vous en parlez comme un produit de contrebande, comme une littérature un peu de contrebande qu'on se refile sous le manteau, qu'on peut même jeter. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Je voulais savoir quel était votre rythme. Est-ce que vous en aviez un? Ou alors, est-ce que c'était juste au gré de vos passions? Et après, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, au-delà du texte et du concept de One Shot, c'est aussi le fait qu'il y a un abonnement et qu'il y a des possibilités d'abonnement. Et moi, ça me fait penser aux grandes revues poétiques du temps jadis, et pas que du temps jadis, Non, il y en a où plein. quelque part, voilà, on s'abonne et du coup, on verra ce qu'on va recevoir. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. D'un côté, peut-être fidéliser la clientèle de la contrebande, mais aussi nous faire partir sur autre C'est essayer, effectivement, c'est proposer, c'est dire faites-moi confiance. Voilà. Vous allez mettre un abonnement, je sais pas, je crois que c'est 50 € pour 7 numéros, je crois, qui sont à 9 € chacun. Donc, bon, voilà, l'abonnement fait que c'est pas très cher. Et oui, faites-moi confiance. Voilà, ça vous coûtera pas grand-chose. On envoie. Si ça vous plaît pas, c'est pas grave. Vous balancez. Il y en a qui vont vous plaire, il y en a qui vont pas vous plaire parce que j'essaye d'être différent, enfin différent voilà, d'aller un peu. Moi aussi, je m'ennuie très vite. Si c'est pour voir toujours la même chose, c'est pas la peine. Donc voilà, ça c'est l'abonnement, c'est vachement important euh, pour, euh, pour avoir. Après, bêtement, hein, c'est une question de solitude, parce que quand on fait éditeur, petit éditeur, on est assez seul. Quand on ne peut pas payer les gens, c'est fou comme on est seul. C'est vraiment. Mais bon, c'est pas grave, en fait. Mais par contre, c'est essayer de créer un petit mouvement autour de ça et de se sentir moins seul, justement, et qui est vraiment une, une communauté, on va dire. C'est des termes un peu galvaudés qui m'énervent maintenant, mais voilà, qui est un peu quelque chose qui vibre. Et puis, ce truc-là, alors qui n'est pas comme une revue où on a, voilà, par exemple, La Mer Gelée, qui est une revue qui a 20 ans, dont voilà, j'ai édité mon premier numéro, mais qui était au Nouvel Attila avant, qui là est une somme littéraire. La Mer Gelée, chaque numéro est une anthologie de l'écriture contemporaine, quoi. Donc, c'est un truc vraiment de référence. C'est encore une autre démarche, l'abonnement. Et puis, dans la foulée, moi, j'ai constaté aussi, encore une fois, qu'aux États-Unis, ils faisaient ça. Tous les poètes font leur chapbook. Alors, c'est-à-dire un bouquin de ce format-là, grosso modo, ou encore, mais vraiment cheap, agrafé, tout ça, qui fait 3-4 $. Euh, Ils font tout ça, chacun en fait un par an, quasiment, et ça circule. Et les petites maisons d'édition qui font ça le font par abonnement, justement. Et ça circule énormément et il y a une vie absolument fabuleuse, quoi. Donc, voilà, je sais pas, je pense, ça, je l'ai appris après coup, en fait. Mais, mais voilà, des fois, l'idée aussi peut-être voilà, pour 100 balles, de faire un abonnement, tout ce que je publie en un an, quoi. Par an, voilà, toutes les sorties de l'année, ça fait, si on les achète un par un, ça fait à peu près un peu plus de 100 €. Bon, ben voilà.
grosso modo, parce que je n'ai pas les moyens pour l'instant de faire plus que l'an dernier, j'ai publié 9 livres. Cette année, ça va être un peu pareil. C'est difficile d'en faire plus en étant seul. Voilà. Mais ouais, le truc d'abonnement, c'est chouette aussi. C'est vachement bien. Et si on parlait de Home Cinéma de Didier Da Silva, dont on n'a pas encore parlé, qui va donc sortir là aux alentours du 15 mars, me semble. Ouais. Ouais. Encore un texte inédit, un texte pour les cinéphiles aussi. Là, clairement, on est en plein dedans. Et ça fait plusieurs fois d'ailleurs que je vois la thématique cinéma revenir, et notamment pour Out of the Blue de Élodie Sartell. C'est aussi lier ces genres-là, lier le cinéma aussi à la littérature. C'est quelque chose qui peut forger une ligne éditoriale ou en tout cas des collections. C'est totalement Pas dans hasard mon peut-être. cas, c'est du hasard. Là, c'est vraiment du hasard. C'est, je crois que Philippe Marest fait ça. Mais, On a reçu, oui. ouais, mais là, moi, pour le coup, c'est complètement du hasard. Voilà, il n'y a pas de volonté de lier cinéma et littérature, même si maintenant, je pense que c'est très imbriqué aussi en soi. Mais pour le coup, tu vois, je ne fais pas de recherche thématique, enfin, tu vois, de thématique, en fait. Donc, home cinéma, c'est un deuil, en fait. Je publierai demain, je pense, sur Facebook, le texte que Didier a fait dans La mer gelée, dans le numéro froid, qui est froid comme là, et froid comme la mort. Et où, sur une page, il parle de la mort d'un être cher via la température corporelle qui descend jusqu'à atteindre la température extérieure. Donc, et le texte est poignant, vraiment, absolument poignant. Et il a repris cette thématique-là. Voilà, c'est pas son premier roman. Enfin, Didier Da Silva, ça fait 10 ans qu'il publie des romans, même 15 ans. Il a, chez Marest, justement, il a fait La mort de Masao, qui est une espèce de retour du fantôme du mort. Et puis le chaînon manquant entre... voilà, c'est ça. Le chaînon manquant, c'est comment lui, il crée une réalité par l'écriture. Et là, le système d'écriture qu'il crée, c'est simplement se raconter les films de voyage à travers le temps, de machines à remonter le temps, qui sont souvent des bons petits nanars. Mais cette espèce de truc-là qu'on aime avoir. Je note dans le 4e, je dis qu'y a-t-il de plus intime chez un homme à n'en pas douter les films qu'il se raconte souvent avant de s'endormir. Et cette espèce de choses-là, ce petit truc qu'on se raconte avant de s'endormir, j'ai souvent l'impression que Didier, il a puisé ce genre de choses. Et puis voilà, ça crée une machine comme ça, de narration pour le coup. Et une réalité d'écriture, tout bêtement. Et vient se fracasser la réalité d'un deuil contre cette réalité d'écriture. Et tout d'un coup, il se met à voyager, lui, dans le temps, véritablement, pour chercher l'être disparu. Et je trouve qu'il a un rapport, du coup, avec l'infiniment ancien et l'infiniment futur, l'infini futur et l'infini du passé, une espèce de rapport comme ça, désespéré, de désarroi aux deux infinis du monde. Et c'est cette tristesse-là qui se met en place dans le livre et qui est extrêmement, enfin, très touchante. C'est vraiment très beau, tout bêtement.
Bon, avant de passer à la suite, on fait une petite photo de groupe avant que je n'oublie. Donc voilà, préparez-vous. 3, 2, 1. C'est bon, parfait, merci. Philippe, j'aimerais que tu nous parles des manuscrits parce que j'imagine que plus la maison avance et plus les manuscrits, tu dois en recevoir. Mais justement, la sélection que tu fais, tu dois évidemment privilégier d'abord les auteurs que tu as déjà publiés. J'imagine que tu pratiques une politique d'auteur comme souvent dans les maisons d'édition indépendantes. Mais est-ce que tu as parfois des pas de côté que tu aimerais faire? Est-ce qu'il y a des manuscrits que tu dois délaisser au détriment d'une certaine ligne éditoriale? Comment tu marches par rapport à ces manuscrits-là et comment tu les gères, notamment au quotidien? Puisqu'on le rappelle, tu es seul. Il faut se décider très vite. Hein. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Tu es obligé de te décider très vite. Et par expérience, il me semble d'ailleurs que le remords est toujours très mauvais conseiller. Donc, si tu te dis non très vite et que tu ajoutes tout de suite oui, mais peut-être que, il faut oublier le mais peut-être que. Voilà, je suis obligé d'aller vraiment très vite par rapport à ça. Après, je dois te dire que là, il y a énormément de manuscrits que je n'ai pas vu. Quoi. Là, je suis débordé par le truc. Quoi. Il y a peu de... Il y a des auteurs que j'ai... Oui, il y a plein de choses que j'ai reçues et que j'ai publiées, oui, en fait. Mais là, en ce moment, je suis un peu trop dans le jus. C'est dur, mais c'est embêtant d'ailleurs parce que j'ai du mal à prévoir l'avenir au-delà de 2022, quoi. Parce que le livre de la rentrée, par exemple, je voulais faire un livre à la rentrée. J'aime bien rester quand même dans le calendrier, qui est pas si... qui est intéressant aussi. C'est intéressant de respecter ce calendrier-là. Le livre de la rentrée, là, je l'ai eu il y a un mois. Ce qui est commence à être très short quand même. Pour début septembre. Donc, voilà, mais... Non, les manuscrits, je jette un œil rapide et voilà. Mais là, j'ai l'impression de louper des choses en ce moment. Ça, c'est clair. Mais je suis coincé. Je ne peux pas faire autrement. Là, dans les choses que j'ai reçues, j'ai l'impression de louper des choses. Ce qui était moins le cas avant. Ce qui n'était pas le cas avant, voilà, mais... c'est un truc qui n'est pas simple à gérer, en fait, qui ne devient pas simple à gérer du tout. Peut-être aussi parce que j'ai la deuxième, là, on a beaucoup de mal. C'est plus compliqué quand il y en a deux. Donc, voilà. Sur ton site, tu dis que publier, il n'y a rien de plus impoli à vouloir que ce qu'on écrit soit lu et imprimé. C'est intéressant cette impolitesse-là. Alors ensuite, tu parles qu'on s'expose au mépris, qu'on s'expose à la rebuffade et même à tout ce qu'on engendre comme grossièreté. Et tu dis quand même à la fin que la littérature, c'est un commerce comme un autre. Quel est ton bon, évidemment, tu vas l'assumer, tout ça, ça j'imagine. Mais c'est intéressant de voir ce côté impoli du fait qu'on soit publié, qu'on soit lu et imprimé. Comment tu le définirais? Tu sais, j'ai fait pas mal de théâtre finalement. Et c'est très impoli de monter sur scène. Et l'impolitesse ultime, c'est de monter sur scène et d'avoir rien à y foutre. C'est-à-dire de monter sur scène pour se montrer.
Et monter sur scène pour se montrer, c'est absolument ignoble comme attitude. Si vous montez sur scène pour être au service de quelque chose, au service d'un spectacle et au service de la scène en règle générale. Si vous montez sur scène pour vous montrer, vous êtes un histrion. Ça m'est arrivé de faire des choses, de monter sur scène pour me montrer. J'étais très, très mauvais. Encore pire que... Voilà. Et c'est ça, l'impolitesse, elle est là. C'est de vouloir absolument se montrer. Et donc, publier, c'est parce qu'on a quelque chose à y faire, c'est-à-dire à écrire. C'est-à-dire, c'est important, c'est un acte important, c'est un geste important de le faire. C'est pas un geste autocentré, c'est pas un geste égoïste, c'est pas un geste de don, de partage, c'est pas ça non plus, c'est faire quelque chose qui compte. Et pour faire quelque chose qui compte, il faut le faire sérieusement, il faut chercher, il faut réfléchir, il faut travailler, c'est très dur, c'est très violent, souvent, le faire. Et de cette violence sort une douleur, et de cette douleur, des fois, sort un bon livre, des fois pas. Mais des fois, un très mauvais livre peut ne pas être impoli. Aussi, on peut aussi se louper. Et pourtant, il y a des choses dedans. Et voilà, c'est un acte, c'est une démarche. Voilà, c'est très... voilà, c'est ça que je veux dire un peu dans impolitesse. Alors justement, la démarche, l'avenir de la maison, comment tu vois cet avenir-là? On parlait tout à l'heure en off de la difficulté à exister en tant que maison d'édition indépendante, harassée par la plupart du temps des grosses maisons, des grosses machines. Comment tu vois cet avenir-là? Est-ce que tu as des engagements, des convictions particulières, comment dire, des choses qui te permettent de te dire c'est encore possible? Est-ce que l'avenir d'une maison d'édition indépendante en 2022, 2023 et autres est encore possible selon toi? Bah oui, il me semble que oui. J'ai pas l'impression que les difficultés auxquelles on est confronté soient bien différentes de celles de l'année dernière ou d'il y a 2 ans. Peut-être de celles d'il y a 10 ans, oui. Il me semble effectivement que la voilure, on va dire, d'une petite maison n'a plus rien à voir avec la voilure d'une petite maison il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Je pense qu'il y a effectivement, il y a 15 ans, il y avait moyen de développer quelque chose beaucoup plus vite. Et là, maintenant, j'ai l'impression qu'on est un peu condamné à rester petit. Mais l'intérêt, c'est d'essayer. C'est ça qui est drôle aussi. Enfin, si on... Voilà, dans la notion d'entreprendre, de commerce, parce que le commerce, c'est se confronter à... J'ai discuté avec un auteur qui est peintre et il dit, mais le commerce de la peinture, le commerce de l'art, c'est aussi intéressant, parce qu'on doit se confronter encore à quelque chose. Et ça, c'est important. Et voilà, là, le but, il est quand même d'arriver à faire grandir, installer la maison, la faire grandir, sachant effectivement que c'est beaucoup plus dur qu'il y a 10-15 ans. Mais quand j'ai commencé, c'était pareil. Hein, je veux dire, en 2015, c'était déjà refermé. Le couvercle était déjà refermé. Il me semble, hein,
je ne suis pas un grand expert de l'édition dans tout son passé, tout ça, mais il me semble que voilà, depuis 10-15 ans, c'est quand même beaucoup plus fermé. Mais j'ai grandi là-dedans. Ouais. Étant donné ton talent pour pitcher les livres, j'aimerais que tu nous parles d'Arnaud Caléja pour La rivière draguée et peut-être La mesure de la joie en centimètres. Le titre est une fois de plus magnifique. C'est un auteur que tu apprécies particulièrement et quand on s'était vu au salon Mi-Livre Mi-Raisin, tu en avais beaucoup parlé aussi. En quoi j'ai l'impression que c'est un double de toi-même. J'ai l'impression qu'il a, en tout cas, tu te reconnais en lui, en tout cas peut-être dans son écriture ou dans sa façon d'envisager la littérature, mais on a l'impression que tu y tiens particulièrement. Bah oui, je tiens beaucoup à ce qu'il… tout bêtement parce que je pense qu'il fait partie des écrivains français qui doivent compter, vraiment. Non, c'est pas le double de moi-même. Non, c'est vraiment, c'est un auteur, comme j'ai dit, c'est un auteur qui… ça fait 15-20 ans qu'il publie. Qui a… C'est vrai qu'il a cette… il faut le regarder lire, il faut l'entendre lire. Je crois qu'il faut l'entendre lire pour comprendre à quel point c'est incarné et c'est adressé, tout ce qu'il écrit. On parle beaucoup d'oralité par rapport à ces textes, mais je pense pas tout à fait que ça soit ça. C'est très, très écrit, ce qu'il fait. C'est très… Et là, toutes les questions d'énergie, effectivement, moi, je sens chez lui une telle énergie dans l'écriture qu'il peut tout se permettre. Et chaque phrase, parce qu'il a compris que, voilà, que chaque phrase était un monde en soi. C'est en ça, peut-être, la poésie. Je sais pas, j'avais vu un truc de Penka il y a pas longtemps qui disait des choses très simples, mais on se dit, ah, bon Dieu, mais c'est bien sûr. Qui disait, voilà, moi, j'ai découvert la poésie parce qu'en une page, il y avait un monde complet en une seule page. Ben, chez Arnaud, c'est en une phrase. C'est un alignement de phrases parfaites. Et ça, il faut une énergie totale. Chez lui, oui, il y a ça. Donc, c'est pas doux. Il y a aussi ce rôle des forces silencieuses qui traversent aussi son œuvre. J'ai l'impression que, en tout cas dans ces deux-là, j'ai l'impression que ça transparaît, qu'il y a ce silence, qu'il y a aussi ces esprits ou ces fantômes du passé, peut-être, mais c'est quelque chose d'extrêmement puissant dans son écriture. Oui, oui. Bah, il y a, dans les deux derniers, oui, il y a cette chose-là, cet élément de l'eau, tout bêtement, la force de l'eau, la force de la rivière qui emporte tout, la force de la fuite qu'il y a dans La mesure de la joie. Il y a plein de figures thématiques qu'il réutilise, qu'il remet dans chaque livre, qui lui servent à chaque fois, voilà, comme si ces choses-là, mais tu as raison de dire, comme si ces fantômes-là grossissaient petit à petit et le dépassaient. C'est d'ailleurs un truc dingue parce que je suis en train de lire Les jardins statuaires et les statues qui grandissent à l'infini et qui écrasent tout. J'ai l'impression qu'il a ça en lui, quoi. Il a ce truc-là. Et c'est effectivement voilà, très… ça creuse. Et il creuse la littérature par tous les bouts, quoi. Et ça… voilà,
Moi, ça m'impressionne énormément. Aussi parce que c'est tout ce que je suis incapable de faire. Et voilà. Et il y a encore 2 livres dont j'aimerais qu'on parle. C'est peut-être les livres d'Élodie Sartell et d'Amélie Lucas-Gary, parce que là aussi, sur Grotte, il y a ce côté assez improbable. Tu arrives à trouver des livres qui partent d'un postulat de départ, hein, à chaque fois un postulat qui est surprenant. Et en effet, les grottes font partie de ces lieux-là, un petit peu dans l'imaginaire, qui sont mystérieux. Et là, en l'occurrence, tout le monde y passe, mais pour le coup, un seul y résiste. Comment tu pourrais expliquer ces 2 livres-là? Alors, Grotte, c'est le premier livre d'Amélie Lucas-Gary, son premier roman, et moi, je l'ai réédité simplement. C'est une réédition. Elle est venue me voir voilà, elle avait envie de le rééditer. Et oui, effectivement. Là, pour le coup, tu vois, on est dans une écriture singulière, elle aussi, complètement différente. Il y a quelque chose dans la pureté de la phrase, la légèreté de l'écriture d'Amélie qui est complètement suspendue, ce qui lui donne une espèce de liberté totale. Puisque son livre, c'est quoi? Son livre, c'est Grotte, c'est le pitch. Pitchon. Grotte, c'est le gardien de la grotte de Lascaux, mais de la vraie grotte de Lascaux, pas de la réplique. Et qui raconte comment les gens célèbres, puisqu'on n'a plus le droit de visiter la grotte, sauf des gens triés sur le volet, donc célèbres, viennent visiter la grotte. Et ce qui se passe entre eux, lui et la grotte. Et c'est une satire monstrueuse, c'est une magnifique satire, mais vraiment à la… Gulliver, qui c'est qui a écrit Gulliver? Moi, ça m'a fait penser au voyage de Gulliver, vraiment. Comment? Jonathan Swift. Oui, merci. Il y a vraiment quelque chose de Swiftien là-dedans, dans la satire et dans le conte et le positionnement du monde. C'est-à-dire que on vit dans une grotte, c'est tout fermé, il y a tout le monde qui vient dedans, et à un moment donné, on sort de ça et on retourne la grotte comme ça, et la grotte, elle déploie l'infini du monde. Et c'est exactement pareil. Elle fait ça, et c'est drôle. C'est très drôle parce qu'elle se moque des gens. Alors, bien sûr, le livre a quelques années, hein, il a 6-7 ans. Donc elle se moque de Sarkozy, elle se moque il y a le petit-fils d'Hitler qui vient visiter aussi. Il y a… et tous ces gens-là, tout gonflés de leur importance, ils viennent se briser face à la force de la grotte. Et c'est presque un livre d'artiste à ce niveau-là. Voilà. Et l'histoire de ce roman-là, très drôle, encore une fois, et encore une fois, pas du tout les mêmes écritures que dans les autres livres. Ensuite, Élodie Sartell ouais. Oui, Élodie Sartell qui, là, pour le coup, est dans l'instant Instagram, hein, on pourrait dire, puisqu'elle se photographie sur les réseaux notamment. Qu'est-ce que tu penses? Oui, dis-moi. Là, il y a une histoire très simple. Hein. C'est l'histoire de… J'arrive à Paris et je voudrais bien réussir. Donc, c'est une jeune fille qui arrive à Paris, qui voudrait réussir et qui travaille dans une friperie et qui fait une école de cinéma aussi. Bon, voilà. Et puis,
elle a 20 ans, elle découvre le monde et puis dans son école de cinéma, elle sent bien que comme elle est un peu basanée, ça, voilà, c'est pas, elle a du mal. Elle sent les formes, les portes qui lui claquent à la figure. Elle sent plein de choses comme ça. Et une espèce ouais, une espèce de désir fou et de frustration systématique et de cette espèce de choses qu'on avance dans la vie vraiment à ça. On ne voit pas l'avenir, quoi. Et on voit pas ce qu'on réussit, on voit pas ce qu'on loupe, on voit pas toutes ces choses-là. Et l'écriture d'Élodie, et là, cette rapidité-là, ça file comme ça. Ça envoie une action, une phrase, une action, une phrase, une action. Et, et là, et l'héroïne et Lucie se retrouvent dans cette immédiateté tout le temps qu'elle provoque elle-même. Et puis, elle rencontre Linda Mantz dans le film Out of the Blue de Denis Hopper. Linda Mantz qui est décédée d'ailleurs en 2021, l'an dernier, l'été dernier, qui est une actrice qui a fait 3 films, qui est une petite nana d'un mètre 50, même pas, mètre 40, complètement. Vous voyez qui c'est cette Linda Mantz dans Out of the Blue. Enfin, c'est la rage incarnée, quoi. C'est 1981. Elle vit dans un monde pourri avec un père qui est joué par Dennis Hopper, qui est complètement taré. Le film commence par elle est gamine, son père est chauffeur de poids lourd, il rigole dans le camion. Et puis, il y a le bus du ramassage scolaire qui passe devant, il l'emplâtre, il tue tout le monde, quoi. Voilà, ça. C'est cette violence-là, quoi. Voilà, et aussi dingue que peut l'être Dennis Hopper. Et elle est encore plus dingue que Dennis Hopper. Et cette héroïne-là se met à tout faire comme Linda Mantz. Sauf que la violence de Linda Mantz, elle est dans les films, elle est dans ce personnage, elle n'est pas dans Lucie. Et voilà. Et ça, c'est comment à cet âge-là, on se cherche, enfin, c'est très sensible, très. Vous voyez, je raconte des histoires, en fait. Au final. J'ai remarqué quand même que dans tous les livres, il y a ce blanc, ces vides, très souvent dans la mise en page. Bruno Doucet nous disait que c'était pour que le lecteur puisse écrire, se laisse aller à noter. Est-ce que c'est aussi ta façon de voir les choses? C'est vrai que ces vides-là font partie du texte. Ils permettent aussi une aération. Ben voilà. C'est ouais, après c'est un réflexe que j'ai moi, c'est-à-dire c'est vrai que la lecture est dans un livre, c'est toujours quelque chose de très physique. Et la pagination dit beaucoup du rapport physique qu'on va avoir au texte. Vous n'avez pas le même rapport physique quand vous plongez dans une page de Proust comme ça ou dans un poème. Vous n'avez pas le même. Mais enfin, moi, je trouve que c'est très physique, cette chose-là. Et du coup, vous n'avez pas le même type de concentration, le même type d'énergie. Voilà. Et c'est des respirations parce que je suis plus comme ça. Enfin, j'ai plus besoin de respiration que de gros blocs. Voilà. Mais je pense que là, Ce qu'on le retrouve moins livre, ce qu'on retrouve moins dans Out of the Blue, où là, pour le coup, il y a une phrase, une action. Là, il y a un petit peu moins de blanc. Et donc, en effet, on s'adapte au rythme du livre. oui, c'est ça. Tu t'adaptes vraiment au rythme du livre, tu t'adaptes à
Ouais, à la beauté des blocs de texte ou pas, enfin, tu vois, ce genre de choses, j'essaie un peu de… Après, je change assez peu de choses hein, par rapport… mais c'est vrai que les marges changent, la police reste la même, elle est hyper simple, mais j'aime bien… moi, j'aime bien dans un livre, effectivement, quand tu finis quelque chose, tu as… Allez, on attaque autrement. C'est très bête, hein, c'est très, mais je pense qu'on fait tous ça quand on lit. Donc, voilà. Ouais. Sandra? Oui, vous parliez de théâtre tout à l'heure, Philippe. Est-ce qu'il y a certains de vos textes, vous aimeriez les voir jouer au théâtre? Je pense par exemple à La rivière draguée, qui pourrait l'être par cette polyphonie notamment. La rivière, en fait, a été écrite pour ça. En fait, ça a été monté lors d'une résidence d'écriture et de théâtre, en fait, d'écriture et de théâtre. Ça a été monté à Taipei il y a quelques années et traduit immédiatement en chinois. 2018. 2018. Voilà. Et joué en chinois par des acteurs chinois, taïwanais, à Taipei. Donc, ça s'est fait vraiment dans la foulée. Et Arnaud a écrit ça très vite, du coup. Et sur d'autres textes, peut-être? Sur d'autres textes, parce qu'effectivement, celui-ci, c'était le celui-ci, cas. c'est à peu près… je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. J'ai pas… Je pense que c'est Après, c'est pas moi qui vais le solliciter. Enfin, je pense qu'il y a vraiment des gens qui peuvent s'emparer du texte et en faire une adaptation ou le lire intégralement. C'est vrai que moi, personnellement, j'ai plus tendance à croire aux pièces de théâtre écrites pour le théâtre, aux textes écrits pour le théâtre. Bon, ce qui se fait plus beaucoup, en fait, de toute façon. Mais après, je sais pas, moi, si Romeo Castellucci s'emparait de milieu, ça m'irait très bien. Il y a des rêves comme ça, hein, mais oui, voilà, actuellement, c'est plutôt les metteurs en scène qui vont s'emparer de quelque chose et en faire leurs objets. Mais On n'a pas encore parlé du nom de la maison Vanloo, justement, à quoi fait-elle référence, comment le nom s'est construit et notamment sur la localisation de la maison, sur les difficultés qu'on peut avoir en tant qu'éditeur à Aix-en-Provence. J'imagine que les liens sont plus difficiles. Quelles sont les difficultés sur lesquelles il y a eu tout simplement des problèmes? Des difficultés, tu sais, c'est les difficultés de toute maison débutante. Moi, j'habitais à Aix-en-Provence à ce moment-là. J'ai eu un été drôle d'écriture et de discussion. Je venais de quitter un boulot. Voilà. J'étais dans la rue Vanloo à Aix-en-Provence, dans le bar Vanloo, à boire café sur café pendant toute la journée. Et c'est là, plus ou moins, quand même, que j'ai décidé de le faire, quoi, de faire une maison d'édition. Et après, quand il a fallu donner un nom, c'est tombé sous le sens de donner Vanloo, qui est un nom qui m'amuse bien parce qu'il n'est pas provençal et qu'en même temps, c'est un peintre qui a décoré énormément de choses en Provence. En Provence. Donc, le rapport était vraiment très chouette, quoi, ce côté-là. Après, tu sais, les débuts sont toujours difficiles. C'est l'apprentissage d'un métier, hein, franchement. Et l'apprentissage,
il est rude et puis ça l'est toujours. Enfin, c'est toujours difficile. Mais Et tu le fais bien puisque des auteurs te suivent et pas non plus que des primo-romanciers. non. Des auteurs qui ont déjà publié te suivent. Donc, c'est que l'apprentissage a été rapide. Oui, mais c'est des questions de circonstances. Enfin, je sais pas, j'ai un peu du mal à voir. Je sais que je vends pas énormément, qu'on a du mal à désenclaver les choses, qu'on a du mal à… Voilà, par exemple, tu vois, toutes les questions expérimentales, de machin, c'est des questions qui sont hyper difficiles parce que tout ça, ce sont des choses qui veulent dire que ça ne va pas se vendre. Et c'est Sauf vachement… ici. Comment? Sauf ici. Sauf ici. Ici, on adore ce qui est expérimental. Bien sûr. Mais le pire, c'est qu'il y a ici, et puis, mais il y a plein de gens qui savent très bien que c'est par là qu'il faut aller. Il faut aller voir là. Mais l'ensemble du truc, les conditions commerciales, de marketing et de machin, tout ça, c'est très compliqué. Moi, par exemple, je n'arrive pas à toucher la presse ou voilà, à avoir un peu à mettre en avant les trucs parce que peut-être à partir de maintenant, ça devrait être les auteurs qui soient à ma place. Tu vois, c'est les auteurs qui devraient être en avant. Quelqu'un comme Élodie Issartel, et c'est son 3e roman, le 2e qui était encore au Nouvel Intila d'ailleurs. Les acouphènes, c'est un pur chef-d'œuvre ce truc. Et là, voilà, c'est des gens voilà, qui devraient avoir beaucoup plus d'audience. Et que moi, j'aimerais, maintenant, moi, je dois m'effacer de la chose. Et c'est à eux à être mis en avant, qu'on parle d'eux, qu'on parle de leur travail, surtout, parce que c'est ça qui compte. Mais ça commence par exemple, sur Out of the Blue, il y a eu un très beau papier dans Attendant Nado. Ben oui, c'est un papier où le type a vraiment et allé lire, à présenter des choses, présenter un point de vue, une vision, quelque chose. Waouh, c'est génial quand ça commence à se passer comme ça. Ça, c'est super beau à voir. Mais tu vois, les étapes, elles se font petit à petit quand comment tu arrives à mettre en avant tel et tel auteur, tel et tel livre. Les questions que tu te poses, du coup, c'est est-ce que je publie pas trop? Est-ce que, tu vois, quel délai avoir avant la sortie du livre? Quel type de démarche? Tu vois, ce sont des choses compliquées à apprendre pour un petit éditeur. Parce qu'on n'est pas doué sur tout. Est-ce que pour finir, tu pourrais nous parler d'un livre après Homme Cinéma, puisque Homme Cinéma est le prochain à sortir, mais peut-être parler en quelques mots, mais des autres titres que tu vas publier juste après? Alors, il y a plusieurs choses. Dont le livre de la rentrée, ce sera le 2e d'Adrien Lafille, le 2e roman d'Adrien Lafille, qui s'appelle La Transparence. Et voilà, il est vraiment étonnant. Parce qu'en fait, moi, j'avais très, très peur qu'après quand même la réussite du premier, il se loupe, quoi, tout bêtement, parce que c'est pas simple à faire. Et quand on a réussi quelque chose, réussir une 2e fois, c'est dur. Et là, je trouve
C'est assez magistral ce qu'il a fait. Donc, voilà. Attendez, peut-être que je peux peut-être vous lire un extrait. Si j'arrive à... Ah merde, comment on fait Comment on fait pour réduire l'écran? Il y a, un petit bouton jaune au milieu. Ça y est, j'y suis. Ouf. Un extrait tout bête. Voilà, je trouve que il a fait quelque chose de très beau. Normalement, on devrait faire le lancement du livre à Liège, au comptoir du livre, j'espère. On est en train d'en discuter. Adrien Lafy, qui est l'auteur, je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, de Milieu, le premier roman dont on a parlé au tout début sur Rotor, ce chien qui était le destinataire du coucou de la femme d'Antoine. Voilà. Et au début, voilà, un tout petit paragraphe. Au début, il parle d'un personnage. Et c'est Max, je crois, le personnage. Il entre dans sa voiture, il la démarre, il accélère pour faire tourner les roues à la plus grande vitesse possible. Elle va très vite. Elle soulève un nuage de poussière. Et puis un choc très grand est entendu. C'est celui de la voiture contre un mur de béton. De toute la ville, il n'y a qu'un seul mur au milieu d'une route. C'est celui-ci. Greg le contourne tous les jours de la semaine pour aller à l'école. Voilà. Je trouve que, voilà, en début de... C'est une partie du texte. Je m'appuie beaucoup sur cet événement-là d'une ville, d'un type qui se crache volontairement dans un mur. Et voilà, ça va être vraiment un très, très beau roman, quoi. Il est quasiment fini. Et ça sort en septembre. Ouais, ça, c'est en septembre. En mai, on a travaillé avec Jean-Daniel Botta, qui est un musicien, poète. Son premier livre, là, s'appelle Tutu. Et c'est une épopée. C'est 30 chants, de la poésie, pure et dure. Et c'est... c'est... Comment dire? Il écrit, il passe son temps à renommer les choses. Il renomme beaucoup les choses, mais de façon un peu moins bien, pour redonner un peu de liberté aux choses qui sont trop bien nommées. Donc, il fait ça. Et son épopée, c'est vraiment... il part du début de la création du langage via la salive des éléphants. Et puis après, tout se passe au centre d'un village, dans le village. Et je ne sais pas encore en parler correctement, mais c'est complètement étonnant. Enfin, je peux peut-être vous lire un extrait comme ça, juste un petit chant. Un petit chant, c'est un chant et c'est juste une séparation entre un garçon et une fille. Alors, il faut que je Ce sera en collection one shot ou en V2O? Non, ça sera en collection V2O parce que il est vraiment c'est long, c'est quand même assez long. Je ne sais jamais comment il s'appelle. Ah non, c'est pas ça. Désolé, je n'avais pas prévu ça. Pour de la poésie, on attend. Hein? C'est bien. Ouais, Pour de la poésie, on attend.
C'est bientôt le printemps des poètes. C'est parfait. Ouais, j'aimerais bien pouvoir faire des choses avec lui, justement, par rapport à ça. Tac. Attendez. Désolé. Je vais être obligé de vous lire un petit chant, pas celui que j'ai choisi du coup. Parce que c'est deux êtres qui se séparent. Je suis très mauvais chanteur, donc je ne vais pas chanter, je ne vais pas faire de chant. Il fallait bien que je vous fasse un blanc un moment. C'est exactement ça, une respiration. Voilà. Ah. Il y a Chet Baker aussi beaucoup. Il y a Mike Tyson aussi, l'enfant Tyson. Il invite plein de personnages dans ce centre du monde. Et sa maman, bien sûr. Tutu, en fait, on a repris le titre du film, de l'album de Miles Davis en 84. Et je trouve que ça te fait bien. Ah là 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 la vache. Bon. Vous voyez le travail en cours. Ouais, on en essaye un. Ton cœur bat comme une cour d'école. La forme du village dépend de comment les amoureux se disent adieu. Elle varie selon des mots rimants, des phrases telles que la peau ne peut pas suivre. C'est la séparation. La fille demande au garçon de commencer sur ce qu'il pense de ses habits. Elle dit « Quels sont mes vêtements ?» Il dit « C'est super ». Elle bouge un peu et pose la question. Le garçon se concentre sur cette journée. Le jour est beau. C'est beau, ça te va bien. La fille ajoute quelques pas. Une nouvelle fois, elle demande. Le garçon dit « T'es canon, t'es un personnage canon ». Tous les 15 pas, la fille questionne. Le garçon a un œil rond et n'a plus son partenaire. La fille pense. J'étais anxieuse, j'ai fait tout de travers, des morsures à l'intérieur des joues, couchées sur le ventre, des abus de chewing-gum ou manger mes ongles. C'est une occasion sombre de s'habiller aujourd'hui. Mon mec doit se concentrer sur les habits et non sur la beauté qui lui manquera. Quels sont les meilleurs habits pour quitter un garçon? Le truc pour s'éloigner doucement tout en restant familière. Le garçon pense, les habits du lointain, ces détails hyper rares à trouver. La fille pense, j'ai un bon look de rupture. Le garçon regarde. Au loin, la terre refroidissait différents types de chemins par un processus de gémissement. Les mouettes rejoignaient la zone industrielle. Il a crié « Salut ma douce, sois la plus forte dans les lieux !» La fille a dit « J'entends tout, ton cœur bat comme une cour d'école. » La fille envoie un texto. Le visage est coordonné, chronométré avec toute la résistance de son cœur.
Je pense à toi, à tes t-shirts. Je regarde par le hublot de la machine à laver. C'est un peu comme un magnétoscope, avec juste les habits du héros qu'on rembobine. Le garçon regarde devant lui. Il y a une fissure. L'amour peut fissurer un mur à travers un garçon. La zone du village dépend des flirts, de ce que les amoureux peuvent voir partir. Une longue lignée d'amoureux prétendants tend à voir de loin. Le village s'est étendu par la confiance, à s'adresser des plaisanteries de loin en loin. Au village, l'infini permet de régler l'intensité de l'effort, comme un vélo d'appartement vers le lointain. Au centre du village, il y a une table de ping-pong. Les amoureux s'en servent pour dériver. La superficie du village a été obtenue par les sentiments de chacun et la table de ping-pong permet d'ajuster les regrets. Peu à peu, le garçon s'écarte. La fille fait les smatchs. Le garçon s'éloigne, un éloignement type cosmonaute, sans lien avec l'infini, mais perdu. Reste la lune. La lune, on s'en sert pour les travaux légers, les adieux, l'usage du pur. C'était une fille et un garçon, comme un film. Ce film requiert l'unité des visages, le rond sincère de la lune. Il n'a jamais été question de faire forte impression, l'un sans l'autre. De toute façon, c'est un peu une blague de savoir que l'écran est plein de personnages quand on s'aime. C'était un film avec beaucoup d'humilité, menant à l'anonymat. Film secret avec des arbres cachant beaucoup de l'intrigue. C'était une fille et un garçon. Ils se comprenaient et n'avaient aucun soutien de la région. Voilà. On a bien fait d'attendre, hein. En effet, c'est une sacrée prose. Alors, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est une volonté particulière, mais à chaque fois qu'il y a de la poésie chez Vanloo, à chaque fois c'est en prose. Il ne me semble pas qu'il y ait de la poésie en vers, mais sans certitude. Je n'ai pas encore tout lu. Si, c'est en vers, mais c'est du... Voilà. C'est des vers, mais il n'y a peut-être pas de pieds. On n'a pas compté les pieds. Ok. Alors ça sort en mai et on a hâte de le découvrir parce que ça a l'air assez surprenant. Ouais. C'est en mai. Il y a ça pour le mois de mai. Après, je suis en train d'essayer de faire une collection spéciale Thomas Lofranchi, qui a écrit des carnets absolument fabuleux. Et de ces carnets, il tire des petits livres. Et le premier va s'appeler Fandango du pamplemousse ou Confession du scotch. Là, on est dans une écriture hyper simple et pourtant il y a un monde à chaque fois. Enfin, Thomas est un personnage extraordinaire, c'est un artiste qui est né à Marseille d'ailleurs, qui construit des formes volantes et il construit la performance de carrés de nuages, des choses comme ça. C'est ouais, voilà. Dans Confession du scotch, il explique comment il a fait pour bricoler ces machins. C'est des formes qui sont grosses comme une maison et qui volent. Des espèces de cerfs-volants, complètement fou. Et ça, c'est son travail d'artiste. Et son travail d'écriture ressemble beaucoup à ce travail d'artiste. Voilà, et puis je pense qu'il y aura Confession du scotch, qu'il y aura une guêpe dans le kawaii, voilà, qu'il y aura tout ça, parce qu'il trouve des titres absolument extraordinaires. Donc ça, j'ai très hâte sérieusement dessus. Et puis, je croise les doigts qu'on puisse le faire. Et là, en ce moment, on travaille sur une poétesse russe qui vit en Ukraine. Elle n'a vraiment pas de chance. Qui a dû s'expatrier en Ukraine, en fait, parce que
parce que les temps étaient un peu difficiles, et qui est extraordinaire. Je l'ai découvert dans La mer gelée. Je peux vous en lire un, d'ailleurs. C'est vraiment très beau. C'est russe, quoi. Il y en a un, c'est un monstre habite mes ovaires. Alors, celui que j'avais envie de dire, c'est j'ai recroisé mon premier mec. Voilà, ça sera dans le recueil. Là, elle a traduit quelques poèmes, Marina Skalova. Elle a traduit quelques poèmes. C'est voilà, une écriture hyper forte, hyper concrète, hyper engagée, féministe, Pussy Riot, tout ce que vous voulez. Mais voilà, moi, elle porte un truc extraordinaire, quoi. C'est d'une violence. C'est le monde post-communiste complètement en ruine qu'elle décrit du bout de ses ovaires, quoi. Enfin, vraiment, c'est très, très fort. Et j'ai recroisé mon premier mec par hasard. J'allais au marché du quartier acheter de la coloration pas chère et du gel pour les cheveux. Et j'ai vu Tolia debout devant le magasin vêtements, avec une grosse doudoune bleue et de vieux jeans. Un immense poids lourd qui regardait l'air inquiet dans une direction incompréhensible. Je suis vite passé devant comme si je ne l'avais pas reconnu. Peut-être que lui non plus ne m'a pas reconnu à cause de mes cheveux courts et mon apparence physique de genre indéterminé, mon pull et mon pantalon large. Je ne m'habillais pas comme ça à l'époque et je n'ai pas la moindre certitude qu'il prête attention à des gens comme ça, des filles comme ça, comme moi. Peut-être qu'il regarde à travers, comme à travers des spectres, comme un homme du quartier du désir anxieux et lourd, comme le corps d'un taureau, comme le surveillant de colonie pénitentiaire qu'il est devenu après avoir travaillé dans la police et qu'il est sûrement toujours aujourd'hui. Parfois, je l'imagine longer les cellules pendant ses soirées, avancer l'air sûr de lui et regarder les détenus. Et ça me fait me sentir tellement merdique. Tout me fait mal comme si on déchirait mon corps de l'intérieur. Et je pense à ce qui serait arrivé si on ne s'était pas séparés. Mangerait-il les cellules en jouant avec son taser? Mais juste après être passé devant lui, tout près du centre commercial, exactement là où roulent les voitures, mon cœur s'est mis à battre très vite et ma tête a tourné, si bien que j'ai failli tomber dans les pommes, dans cette zone non piétonne. Et une averse a commencé. Je suis entré dans le marché et comme en rêve, je me suis mise à choisir une coloration pas chère et du gel pour les cheveux, puis un pinceau à 11 roubles 60 kopecks. Et je suis repassé devant le magasin vêtements sous la pluie averse. Tout mon corps tremblait comme pendant le sexe, comme quand j'avais peur, enfant. Dans la chambre noire, comme pendant cette nuit, quand nous avions fait l'amour pour la première fois, et son corps et mon corps m'avaient semblé aussi longs et durables que les ombres vespérales sur l'asphalte. Et la même nuit, à Issylkul, sa grand-mère est morte. Après le sexe, nous étions couchés dans la petite chambre du foyer de l'usine Automatica, quand ses parents ont appelé depuis le village et lui ont dit que sa grand-mère était morte. J'ai encore du mal à imaginer ce qu'il a pu sentir dans cette proximité, cette intimité du sexe et de la mort. J'aimais qu'il ait perdu sa virginité avec moi et moi avec lui, qu'il se soit fait pousser les cheveux quand nous avions commencé à nous voir. Mais quand les types du foyer s'étaient mis à se moquer de lui, il les a coupés et j'ai dit « alors moi aussi ». Et j'ai fait la même chose. Mais lui a pleuré, il regrettait mes cheveux. Après quelques jours, il m'a pris en photo avec son téléphone, avec les cheveux courts et une capuche bleue, assise sur la cagette à patates dans le couloir du foyer, sous la lumière terne de la petite lampe, et je le regarde. Il a envoyé cette photo en message MMS sur mon téléphone, que plus tard Vassia Kultika a volé pour s'acheter de l'héroïne. Pendant que la soirée dans la baraque de Slisnia, où tout le monde, sauf les filles, s'est injecté un quart de gramme.
Et aussi, je me suis souvenu que nous avions été heureux tous les deux, et comme ça, genre, quand nous avions fait l'amour pour la première fois, et même après, sans tous ces stéréotypes de connards et sans la moindre idée de ce que nous devrions faire l'un de l'autre à l'avenir, sans comprendre ce que la société attendait de nous, ce que nous attendions l'un de l'autre, sans la violence. J'avais les cheveux courts et il avait les cheveux longs. J'avais les cheveux longs et il avait les cheveux longs. Pas de problème. Même si des types hennissaient quand ils passaient, il les a gardés assez longtemps pour te faire plaisir, il disait. Mais peut-être que ça lui plaisait aussi. Être une personne étrange avec moi, au moins un temps. Saurait-il se souvenir de cette sensation et sa coupe de cheveux presque la même qu'aujourd'hui? Pourrait-il la reconnaître sur moi? Ou ne se souvient-il que de toute la merde? Et dans ce cas, de toute façon, il vaut mieux ne jamais lui dire salut et ne pas même essayer d'expliquer pourquoi parfois j'ai l'impression d'être avec lui comme avant, de lui parler dans un autre espace. Je sais qu'il existe à l'intérieur de moi. Ce n'est pas une chambre, pas une prison, pas une cellule pour deux détenus. C'est un milieu compliqué où nous sommes nombreux, où nous sommes en même temps plus complexes et plus simples que maintenant, et qui a toujours été en moi. Et même à l'époque où son désir me harcelait, et que je ne voulais plus faire l'amour avec lui, et même à l'époque où je devais me forcer pour l'embrasser, parce qu'il sentait la salade au bâtonnet de crabe, et même à l'époque quand après beaucoup d'années à nous voir et à faire l'amour tous les jours, nous n'avions plus rien à nous dire, et que nous longions l'avenue cosmique sans un mot en mâchant des graines de tournesol, et même au moment où ma mère a dit qu'elle se tuerait si je continuais à le voir, et même encore maintenant, alors que nous n'avons pas pu assumer de reconnaître l'autre. Voilà. Merci. Ça s'appellera Tuer l'avenir. Voilà. En effet. Elle est... C'est violent. Ouais, elle est énorme. Elle est vraiment énorme. Voilà, c'est ces choses-là qui sont... Bon, va falloir que je fasse une souscription bientôt pour payer la traduction, mais bon, j'ai vraiment envie de le faire. Voilà. Philippe, merci. Merci infiniment pour ton temps et pour ta passion. Parce que, oui, il est tard déjà, c'est vrai. Ah bon. Mais on a l'habitude. Merci infiniment pour tout. Et surtout, j'aimerais qu'on ouvre un petit peu plus de portes, que les gens découvrent, que les lecteurs découvrent ces maisons d'édition indépendantes, et notamment celle-là, Vanlo, parce que ton travail le mérite, les auteurs le méritent. Et malheureusement, c'est encore difficile aujourd'hui d'avoir cette curiosité-là en tant que lecteur. Alors, c'est pour ça que ces rencontres existent, et tant mieux que ça continue. Évidemment, tu auras toujours ta place dans la programmation avec grand plaisir avec les auteurs. Une prochaine fois, évidemment, ce sera avec grand plaisir. Donc, merci à toi. Merci à vous. Et puis, voilà, faites passer si ça vous plaît. Les livres, enfin voilà, c'est infini ce qu'on peut trouver. Voilà. Bonsoir. Merci Philippe. Au revoir à tout le monde. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir Philippe.